Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui entame cette nouvelle playlist sur la Renaissance en s'intéressant d'abord à l'anatomie et en essayant de répondre à une première question. Pourquoi l'anatomie, à la fin du Moyen-Âge, était-elle restée figée depuis l'Antiquité ? Malgré la remise en cause des connaissances antérieures par Galien dans son traité d'anatomie topographique de l'utilité des parties du corps humain, dont la première impression latine date de 1490, puis celle de l'original grec en 1525, de nombreuses publications, reprenant par ailleurs ses écrits, sans les corriger, et malgré Avicenne et sa description du corps humain, de la tête aux pieds, ainsi que d'autres auteurs arabes, comme Mansour ibn Ilyas, dont on voit ici une illustration de son traité d'anatomie qui date de 1450 environ, l'anatomie, au début de la Renaissance, était en fait restée figée dans le même état de connaissance depuis l'Égypte ptolémaïque et les découvertes de Prasagoras de Kos, d'Hérophile et d'Érasistrate, et notamment en anatomie du cerveau, du cœur et des gros vaisseaux. On a vu dans une précédente vidéo les circonstances particulières qui avaient permis cette avancée à Alexandrie, 3 siècles avant notre ère, tenant à la fois à l'émulation scientifique de cette époque, à la relative liberté intellectuelle grâce à la bienveillance des Ptolémées, sans oublier la tradition égyptienne de l'embaumement. On a vu aussi les circonstances de la fermeture de cette heureuse mais courte parenthèse avec l'expulsion des intellectuels par ce même pouvoir, Ptolémée VIII et Vergète, et la place dominante que prirent les empiriques sur les dogmatiques, parmi lesquels Érasistrate et Hérophile, réfutant l'utilité des dissections. Revenons donc à notre question, pourquoi l'anatomie à la fin du Moyen-Âge était-elle restée figée depuis cette époque ? Ces causes sont en fait multiples. Parmi elles, on cite volontiers en premier lieu l'interdiction de la dissection pour des raisons religieuses. Cette affirmation, sans être totalement fausse, doit être nuancée. Les freins à la dissection semblent en fait avoir davantage été culturels, sachant que la culture du Moyen-Âge était très imprégnée de religion judéo-chrétienne, mais qu'elle remontait aussi au rite païen, sur l'impureté des morts, qu'il fallait bien séparer des vivants, et sans doute à l'origine des danses macabres et, plus près de nous, du mythe des morts vivants. Cause certainement plus importante que la conséquence d'une église obscurantiste, opposée à la science en général, à l'exemple de Galilée, et à l'anatomie en particulier. On ne peut en effet nier l'influence volontiers contraignante du christianisme sur le corps humain, au sens large, qu'il fût vivant ou mort d'ailleurs, notamment à travers la croyance en la résurrection, qui justifiait, pour beaucoup de théologiens, l'intégrité de l'enveloppe corporelle, ou bien encore la sacralisation du corps, vu comme le temple du Saint-Esprit, ce qui laisse penser que l'on prenait finalement plus de soin des morts que des vivants. Mais contrairement à une légende tenace, aucun texte n'interdisait la pratique de la dissection. Celle-ci semble avoir été davantage tabou, terme générique qui veut tout dire et ne rien dire, mais que nous essaierons d'expliquer que véritablement interdite. La bulle Detestande Veritatis en 1299 de Boniface VIII, qui condamnait à l'excommunication en cas de découpage de cadavres, est souvent mise en avant pour défendre cette hypothèse. Ici, un petit aparté. Le nom de bulle pontificale ou bulle papale ou bulle apostolique, par lequel le pape pose un acte juridique important, vient du fait qu'il s'agissait d'un document scellé, du latin bulla, sceau, et non de la bulle de la BD, ni parce que les papes passent souvent leur temps à la coincer, ou qu'ils en boivent pour fêter ça. Blague à part, cette histoire de bulle de Boniface VIII ne tient pas pour plusieurs raisons. Datée de la fin du XIIe siècle, cette décision papale, qui doit juste être interprétée comme une intervention officielle et solennelle en faveur de l'intégrité du corps, n'explique pas en effet l'absence de dissection avant cette date, hormis quelques exemples que nous avons déjà mentionnés, et comme le laisse penser cette fresque des catacombes de la Via Latina, et d'autres dissections, notamment à visée médico-légale, parfois d'ailleurs demandées par l'Église à partir du XIIe siècle.
Notre bulle papale ne peut en effet en aucun cas expliquer la quasi-absence de dissection durant les siècles qui la précédèrent, en Occident comme en Orient, et la stagnation des connaissances anatomiques où seule l'ostéologie avait logiquement su tirer son épingle du jeu. D'autant que cette bulle de Boniface ne concernait que les démembrements techniques qui consistaient à faire bouillir les chairs, qu'on appelait aussi la décarnisation, en vue d'un transport, notamment du squelette, et d'une distribution des restes osseux entre plusieurs sépultures. Pratique mise en œuvre pour rapatrier notamment le squelette des chevaliers, morts aux croisades, afin de ramener leurs os dans leur fief, ou alors pour multiplier les sépultures des nobles. À l'exemple de Saint-Louis en 1270, lorsqu'il fallut ramener son corps de Tunis à Paris. Ou alors pour conserver les restes de saints, dont les reliques étaient très recherchées, telles celles de saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. À la fin du XIIIe siècle, cette méthode tendait en effet à se généraliser et fut donc jugée morbide, sans oublier son côté mercantile, et là je vous renvoie au livre Trafic de reliques d'Ellis Peters et les enquêtes du Gallois frère Gadfael. Cette technique d'excarnation ou d'écarnisation était aussi appelée mos teutonicus, locution latine signifiant littéralement usage teuton, rappelant l'origine germanique de cette coutume. En plus, cette bulle tomba rapidement en désuétude quant à son objet spécifique, et notamment en France, où quasiment tous les rois et reines depuis Philippe le Bel obtinrent des dispenses spéciales des papes pour contourner l'interdit. Toutefois, il faut admettre que des limites légales de cette bulle, qui coïncidaient effectivement avec les premières dissections à la fin du XIIIe siècle, étaient plutôt floues. D'autant que des gloses, du cardinal Jean Lemoyne notamment, étaient encore plus restrictives, condamnant toute atteinte à l'intégrité des corps morts, et qu'elle a probablement découragé certains anatomistes. Henri de Mondeville, par exemple, le chirurgien de Philippe le Bel, qui n'a, il est vrai, personnellement jamais beaucoup disséqué, précisait ainsi dans sa chirurgie qu'une dispense de l'Église était nécessaire pour extraire les entrailles et les préparer afin d'éviter la putréfaction. Pour lui, toujours dans cet ouvrage, l'anatomie, mot formé de ana, qui veut dire exact, et de tomos, qui veut dire division, était pourtant appliquée par excellence à l'exacte division du corps humain, parce qu'une telle division est plus nécessaire, plus utile et demande plus d'art que celle de tout autre corps visible. Mondeville mettait toutefois Dieu de son côté en signalant « Dieu lui-même fut chirurgien, praticien, lorsque du limon de la terre il forma le premier homme, et que de ses côtes il fit Ève. » Guido de Vigevano, le médecin de Jean de Bourgogne, évoque aussi cette prohibition de l'Église, qu'il faut donc écrire entre guillemets car il ne semble pas en avoir tenu compte. Il semble qu'il évoquait cette interdiction, à laquelle il ne s'est donc pas soumis, sans doute pour promouvoir son propre ouvrage Anatomia Designata per Figuras, paru en 1345, avec 26 figures, dont seulement, hélas, 18 nous sont parvenues. Figures qui permettaient, selon lui, d'étudier l'anatomie sans avoir besoin d'effectuer soi-même les dissections prohibées pour une meilleure pratique de la chirurgie. L'auteur, qui fut bien étudié par l'historien de la médecine Ernest Wicker-Hasheimer, donne aussi dans ce livre les techniques de dissection et notamment les incisions. Par contre, Guy de Chauliac, qui en tant que chirurgien de 3 papes était quand même bien placé pour savoir que la dissection n'était pas formellement interdite, il s'opposait à son confrère sur ce sujet, assurant que l'expérience est acquise sur des corps morts, à côté de celle, bien sûr, acquise par la doctrine des livres. L'autre argument avancé par les tenants de l'interdiction d'études anatomiques pour des raisons religieuses s'appuie sur les différents conciles dont nous avons parlé, de Clermont, de Reims, de Tours ou de Latran, tenus au XIIe siècle, ainsi que de la bulle papale Super Speculum d'Honorius III en 1213, limitant l'enseignement de la médecine pour les uns et la pratique de chirurgie pour les autres, et donc, par extension, l'étude anatomique. Selon la célèbre formule Ecclesia aboret ad sanguine, volontiers accolée au concile de Tours,
mais dont l'origine serait en fait plus récente et même datée du XVIIIe siècle. L'historien Raphaël Mandresi nous rappelle tout cela dans son ouvrage Le regard de l'anatomiste, dont je vous conseille vivement la lecture. Hormis le fait que ces décisions ecclésiastiques ne s'adressaient qu'à une petite partie du clergé, et davantage pour promouvoir auprès d'eux l'enseignement de la théologie et les inciter à prier plutôt qu'à s'adonner à une activité lucrative pour celle qui concernait l'enseignement et la pratique de la médecine, et à une activité qui pouvait être dangereuse pour le malade pour celle concernant la pratique de la chirurgie, il faut donc bien admettre qu'aucune interdiction formelle de la pratique des dissections ne fut jamais formulée. On peut toutefois logiquement penser, derrière l'historien médiéviste Jacques Le Goff, qu'interdire une profession à un clerc dans une société religieuse et cléricale comme celle de l'Occident médiéval n'est pas une recommandation pour cette profession, mais lui vaut au contraire un discrédit qui rejaillit sur les laïcs qui l'exercent. Mandresi, qui souligne d'ailleurs le paradoxe de la multiplication des dissections justement au moment d'un durcissement supposé de l'Église envers ces pratiques, rappelle aussi l'intérêt croissant de la cour pontificale au cours du XIIIe siècle pour l'anatomie, qu'elle fût à visée médico-légale ou d'enseignement. En effet, après la bulle papale controversée de Boniface, et malgré les restrictions supposées à la pratique de la chirurgie envers certains membres du clergé, les dissections furent même clairement autorisées par une bulle de Sixte IV en 1472 et confirmée par Clément VII à Médicis. Son successeur, Paul III, attribua même au chirurgien Alfonso Ferri une chaire d'anatomie à la Sapienza de Rome, l'université papale, puis Paul IV fit de même avec Realdo Colombo après son départ de Padoue. Et sans oublier que le célèbre anatomiste Giovanni Battista Canano fut le médecin ordinaire de Jules III. La liste des médecins pontificaux anatomistes est d'ailleurs assez éloquente. Colombo, Canano, Aronzi, Varolio, Cesalpino, Malpighi, Lancisi et Flaiani. Il faut néanmoins signaler que les autorisations de dissection données aux médecins et aux universités au début du XIVe siècle l'étaient le plus souvent par le pouvoir temporel. L'assentiment du pouvoir spirituel, à travers les bulles de Sixte IV et de Clément VII que nous avons évoquées, avait en fait surtout comme but de garder la main sur une activité qui risquait d'empiéter sur ses plates-bandes puisqu'elle concernait la création de l'homme. Mais aussi, remarque pertinente de l'historien Weckersheimer dont nous avons parlé, peut-être que ces bulles avaient aussi pour but de prémunir les médecins anatomistes de l'hostilité de la population qu'entraînait leur activité, preuve de son caractère tabou comme nous l'avons évoqué. En résumé, le christianisme a certes été un frein au développement de l'anatomie, mais davantage pour des raisons culturelles que véritablement religieuses. Seul le vol des cadavres, la violation des sépultures et le démembrement étaient en fait interdits. Autre cause culturelle mise en avant par les historiens, les invasions barbares et l'appauvrissement général du savoir médical en général et de la chirurgie en particulier. Cette éclipse de la chirurgie au Moyen-Âge peut d'ailleurs se résumer à l'exemple de Cels, qui ne sera redécouvert qu'au XVe siècle. La séparation de fait de la médecine et de la chirurgie, qui s'installa à la fin du Moyen-Âge et à laquelle vont donc s'opposer les chirurgiens, comme Mondeville ou Chauliac, ne va pas non plus jouer en faveur de la dissection. Volontiers délaissée au profit de la médecine, plus noble, mais limitée dans ses moyens d'action, la chirurgie, jugée barbare et cruelle, en l'absence d'anesthésie, au mieux considérée comme un art manuel, était donc volontiers laissée à des praticiens ignorants, méprisés par des médecins universitaires qui n'allaient pas s'avilir à souiller leurs belles mains dans le sang des malades, a fortiori de leurs cadavres. D'autant que la pathologie, comme on l'a vu, tournait selon eux autour de la théorie des humeurs, en dehors de toute organicité qui aurait pu justifier une approche anatomique. En fait, la principale raison de l'absence de dissection humaine au Moyen-Âge se trouve essentiellement dans le respect des anciens. En effet, à quoi bon faire des dissections puisque tout était dans les livres, et notamment les livres du vénéré Galien. Or, nous avons vu dans la première vidéo de notre playlist sur la Renaissance la place de la remise en cause des anciens
dans la genèse de celle-ci et dont l'étude de l'anatomie va grandement bénéficier au début du XIVe siècle à Bologne. Cette remarque change pour Mondresi le sens de la question initiale que l'on doit se poser et qui n'est plus de savoir pourquoi le savoir anatomique n'a pas évolué durant le Moyen-Âge, mais plutôt de savoir pourquoi il a émergé au début de la Renaissance et comment il s'est fabriqué. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo d'Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.